Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour la méta-analyse du 7-9 puisque le week-end qui vient de s'écouler, on a eu les 3 CCQ d'Annecy, de Stockholm et de Cardiff qui nous donnent donc une idée très précise de la méta, des meilleurs decks, des decks qui peuvent un petit peu surprendre et venir chambouler un petit peu tout ça, d'autant plus que dès le week-end prochain, donc dès samedi 4 octobre, vous avez les 7 championships qui commencent et le gros DLC de Bologne. Donc voilà, si vous voulez connaître la méta, savoir un petit peu ce que vous allez rencontrer et pourquoi pas vous aider à choisir le deck qui va vous permettre de performer pendant cette période extrêmement intéressante des 7 championships, n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit. Avant de passer au decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme les decklists, mon Instagram, ma chaîne Twitch ainsi que le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Plus on est de fous, plus on rit, et on passe tout de suite au tiers S de la méta. Sans surprise, c'est le Blurple, mais là ce n'est pas n'importe quelle decklist puisque c'est la decklist qui a tout simplement remporté le CCQ d'Annecy. Bravo à Vixius de la team Soul Fusion pour avoir gagné ce tournoi au terme d'une finale assez épique contre Skadi de la team IKL. Bravo, c'était vraiment très intéressant à voir. Donc c'est le premier joueur français qualifié pour les européennes. C'est tout simplement cool. On sait qu'on va déjà voir probablement un joueur de Blurple en septembre prochain, enfin si la méta n'évolue pas trop d'ici là. Sa decklist donc assez classique quand même, enfin en tout cas il n'y a pas de carte un petit peu tech qui pourrait venir nous émoustiller, mais voilà, une decklist très solide qui vous fera certainement, en tout cas si vous maîtrisez un petit peu le Blurple, qui vous permettra en tout cas de partir serein en sachant que vous avez une decklist qui tient la route. Pour tenir la route, du coup cette decklist elle s'appuie sur 2 T1, le Basile et le Garde Royal, assez classique. Le Basile avec sa petite capacité soutien qui vous permettra d'aller prendre des trades plus tard dans la partie, et le Garde Royal qui est plus fort en fin de partie puisque vous allez pouvoir piocher et donc donner beaucoup de force au Garde Royal. L'alternative un petit peu au Garde Royal, si vous craignez un petit peu de vous faire déborder en début de partie, partez plutôt sur des Rafiki. La Rafiki 0-2 qui devient 3-2 lorsqu'elle attaque, mais ça c'est vraiment en fonction de vous, de votre sensation, de ce que vous allez ce que vous pensez en tout cas aller rencontrer dans vos tournois. Donc voilà, les 2 T1, 3 de chaque pour ne pas en trouver trop plus tard. C'est pas très grave si on n'a pas de T1. Bon, évidemment on aime bien avoir un Basile, le poser là et ne pas y toucher jusqu'à ce qu'on ait besoin de sa capacité soutien. En tour 2, c'est évidemment du très classique puisqu'on joue bleu avec 4 typos et 4 vogués sur la mer Azurite. Du coup on saute le T3, on n'a pas de T3 hormis forcément la chanson Dans un autre monde. Choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée et épuisé. C'est une carte qui, on le savait, était très forte, mais qui a mis du temps à s'imposer puisque au 7-8, elle était tout simplement absente des decklists, absente des débats. On ne jouait pas cette carte-là dans les decklists. Il a fallu attendre la rotation pour qu'elle se fasse une place dans le meilleur deck, le tier S de la méta, et en 4 exemplaires, donc carte un petit peu incontournable qui va vous permettre évidemment de contrôler votre adversaire, de l'empêcher de prendre trop d'avantages sur le board, puisque je pense que la principale faiblesse du Blurple, c'est lorsqu'il se retrouve derrière en termes de présence sur le board. Il aime contrôler l'adversaire, empêcher l'adversaire, puisque vous avez de la gestion, mais principalement de la gestion mono-cible. Donc on va prendre dans l'ordre, on verra les cartes dans l'ordre, mais voilà, une decklist contrôle, mais plus mono-cible. Donc une decklist qui va vouloir empêcher en tout cas l'adversaire de trop prendre l'avantage. La carte qu'on a en 4 exemplaires ensuite au tour 4, c'est évidemment le Dumbo, 9ème merveille du monde, vous vous en doutez, hein, c'est la carte un petit peu emblématique de ce 7-9, la carte qui coûte le plus cher hormis les raretés alternatives. Qu'est-ce qui fait ce Dumbo? Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une 3-3 pour 4 ancrable insaisissable, killer 1, et qui permet à tous vos personnages insaisissables, lui-même compris, de pouvoir payer 1 pour les engager, piocher une carte et gagner un éclat de l'or. C'est une carte donc qui va vous permettre de ne jamais manquer de cartes, donc voilà, une carte
qui est peut-être pas aussi game breakeuse que ce qu'on pourrait penser en voyant son prix. En tout cas, son impact quand elle arrive en jeu est pas forcément waouh, mais par contre, vous allez vous rendre compte que les petites cartes par-ci par-là que vous allez piocher, le petit point de l'or que vous allez piocher, ça va faire évidemment la différence. L'autre carte qui va vous permettre de piocher beaucoup, puisque c'est la force du violet en ce début de méta post-rotation, enfin en ce début, cette première méta post-rotation, c'est évidemment la pioche. C'est la seule couleur globalement qui pioche facilement et c'est pour ça qu'elle domine un petit peu les débats. On a donc le génie veut exaucer la 2-4 pour 4 ancrable, non ancrable pardon, insaisissable killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte. Alors pendant longtemps, elle était un petit peu en concurrence avec le lapin, mais depuis la rotation, le lapin est parti en format Infinity, donc le génie s'est imposé. Ensuite, on a des Yago. Yago, gigantesque perroquet spectral, 4-6 pour 4 ancrables, killer 1, insaisissable, dissipation. Donc c'est une illusion. Tout simplement, elle est insaisissable, donc elle va profiter du Dumbo. Elle a des grosses stats, donc elle va pouvoir aller prendre des trades. L'autre alternative en fait à Yago, si vous avez un peu peur de son côté dissipation, de se prendre des petites actions par exemple improvisées ou autre, vous pouvez partir sur Rider. Donc c'est une 4-3 pour 4 ancrables qui a insaisissable et killer 1, si je dis pas de bêtises c'est bien 4-3 et pas 3-4, donc une alternative intéressante qui elle ne se fera pas dissiper, pourra aussi aller trade les génies d'en face ou les Dumbo d'en face, donc voilà, c'est à vous de sentir si vous allez avoir beaucoup de decks tecker contre les illusions. J'ai l'impression globalement qu'au fur et à mesure de la méta, les illusions sont un petit peu, en tout cas ont baissé en termes de présence puisque les decks se sont un petit peu adaptés. L'autre T4 c'est Madame Mime en éléphant, 3-7 pour 4 ancrables qui leur 1 pardon. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. C'est un petit peu les restes de la capacité bounce du violet, puisqu'il y a plus que cette carte là. Il y a peut-être le rhinocéros aussi, Madame Mime en rhinocéros, mais qui n'est pas joué. Mais voilà, c'est un petit peu une réminiscence du passé. Ah oui, c'est vrai qu'avant la rotation on pouvait bounce ces cartes, bah voilà, vous pouvez le faire avec votre Madame Mime en éléphant. Et en plus cette 3-7 a le bon goût de pouvoir redispatcher les dégâts qu'elle accumule sur elle au début de votre tour. Donc non seulement elle a des stats assez impressionnantes, 3-7 c'est assez dur à aller chercher, elle va pouvoir aller prendre des trades et au début de votre tour vous allez pouvoir la soigner et aller placer vos petits dégâts sur des personnages adverses pour pourquoi pas tuer des personnages adverses, enfin bannir des personnages adverses, ou bien préparer des trades que vous allez vouloir faire, ou alors juste soigner votre Madame Mime et placer des dégâts sur un personnage adverse et on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, une carte qui va vous permettre de commencer un petit peu à contrôler, qui va vous permettre de commencer à contrôler un petit peu le board et la partie. Pour vous aider à contrôler la partie, on a évidemment Belle Mystique Accomplie qui va faire exactement la même chose que la Madame Mime, mais juste lorsqu'elle arrive et de manière un peu plus flagrante, puisque lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. C'est une 4-4 en plus killer pour 2, donc l'adversaire ne va pas pouvoir la laisser trop longtemps sur le plateau. Tout simplement vous allez pouvoir prendre un trade, poser votre belle, décaler les dégâts sur un autre personnage, pourquoi pas tuer un petit personnage qui vous embêterait. Bref, du contrôle par déplacement de dégâts, c'est une des mécaniques du Blurple. L'autre mécanique contrôle du Blurple, c'est évidemment le fait d'incliner les personnages pour pouvoir aller les défier, notamment avec Elsa, le 5e esprit, la 2-5 pour 5 ancrables qui a charge insaisissable et qui permet d'engager un personnage pour ensuite pouvoir aller le trade. Donc carte très très intéressante puisqu'en plus vous embarquez une Elsa esprit de l'hiver qui se shiftera au tour d'après sur votre petite Elsa et qui va vous permettre de freeze un petit peu le board adverse, puisque lorsque vous jouez ce personnage vous allez pouvoir choisir jusqu'à 2 personnages et les épuiser. Ils ne peuvent pas être redressés au début de leur prochain tour et en plus elle va l'aurait 3. Donc vous allez pouvoir mettre un sacré coup de pression à votre adversaire en freezant son board, enfin en gelant plutôt, on va utiliser des termes français et pas inventer des mots, en gelant son board et les créatures qui pourraient vous embêter le plus. Vous n'êtes pas obligé de les trade tout de suite, vous pouvez évidemment si vous en ressentez le besoin, vous pouvez les trade le tour d'après, juste prendre vos 3 points de l'or et profiter et commencer du coup une sorte de course au l'or. L'autre carte qui va vous aider en fin de partie à tenir en respect un petit peu les cartes insaisissables adverses, c'est évidemment le tic-tac, implacable poursuivant, 4-7 pour 6 ancrables, insaisissable killer 1. Il n'y a rien d'autre à dire, il est juste insaisissable, il est juste là pour être une menace vraiment
dissuasive, en tout cas pour votre adversaire qui pourrait avoir accumulé des génies, accumulé des belles et tout, les Dembo aussi, il va sûrement y réfléchir à 2 fois avant de les incliner, sous peine de se faire tout simplement punir par un tic-tac. L'autre carte contrôle, la vraie carte contrôle du deck, c'est évidemment le Hades Conspirateur Infernal, 3-6 pour 7 non-ancrables qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse et le placer face cachée dans la réserve d'encre de son propriétaire, carte qu'on connaît depuis le set 1, mais qui a une magnifique version enchantée maintenant. L'autre carte intéressante, carte de contrôle en fin de partie, qu'on a vu un petit peu au 7-8, c'est le Monstro Baleine Tristement Célèbre, la 6-8 pour 8 ancrables qui leur 2 charge. Donc dès qu'elle arrive, vous allez pouvoir partir défier des personnages adverses, et surtout si vous défaussez une carte, vous pouvez redresser ce personnage. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour, mais il va pouvoir recharger et vous allez pouvoir faire cet effet autant de fois que vous pouvez défausser de cartes et ainsi raser un board, puisque 6-8 c'est quand même des énormes stats. Donc voilà, pour la partie créature, ensuite vous avez des actions pour vous aider à mener ce plan de jeu au mieux. Alors voguer, on l'a déjà vu, hein, c'est votre tour 2 quasiment obligatoire, il faut mulligan très agressivement pour trouver votre voguer ou votre typo. Vous avez vision et développe ton cerveau qui vont vous permettre de creuser dans votre deck pour piocher la carte qui vous intéresse le plus, mais ce deck là il en embarque 2 et 2 parce que globalement vous allez piocher naturellement. Donc en fait creuser, ça permet de regarder et de choisir la meilleure carte, mais vous allez aussi avoir de la pioche un petit peu plus flat et un petit peu plus agressive, avec notamment 2 qui trouvent garde, piocher 3 cartes tout simplement pour 5, une action qui va vous permettre de piocher. Donc vous avez ensuite aussi deuxième étoile sur la droite, la chanson du 7-4 qui n'avait pas du tout été jouée jusqu'à maintenant, mais qui là trouve sa place, puisque vous allez jouer des grosses créatures, et je pense que dans le miroir cette carte là permet de piocher 5 cartes et souvent de donner un avantage non discutable au Blurple qui aura réussi à le faire. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est présente qu'en 2 exemplaires. C'est pas trop dur de la chanter avec des monstros, avec des Hades, avec des tic-tac, donc vous allez souvent pouvoir la résoudre, et je pense que le premier joueur qui la résout dans un match miroir prend une certaine option sur la victoire. Et enfin la dernière carte de ce deck là, c'est la force hypnotique. Piochez une carte, choisissez un personnage qui gagne offensif +2 pour le reste de ce tour. Donc pour 2, vous la recyclez un petit peu en piochant une carte et vous allez pouvoir donner +2 notamment à votre génie qui va pouvoir aller prendre un génie adverse, ou alors à votre Elsa. Vous inclinez la carte que vous voulez, vous jouez Elsa avec force hypnotique, et globalement vous avez une Elsa charge 4-5 qui va pouvoir prendre un petit peu tout ce qu'elle veut sur le board adverse. C'est évidemment très fort. Si vous jouez cette decklist là, il faut vous attendre à rencontrer beaucoup de matchs miroirs. Je pense que ça va être la decklist la plus représentée de ces 7 championships. En tout cas cette version là, elle a 11 non-ancrables, donc pas trop de possibilités de briques, bien, même si évidemment ça peut arriver, d'autant plus que les cartes qui peuvent vous faire briquer sont des cartes assez lourdes. Je pense au Hades, à la Elsa et évidemment à la deuxième étoile sur la droite. C'est des cartes qui ont un gros coût en encre, donc si jamais vous galérez un petit peu de ce côté là, ça peut être évidemment terrible pour vous. Bref, le tier S pour moi c'est le meilleur deck de la méta, le deck qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Heureusement il a des contres et on va le voir un peu plus tard. Donc c'est un deck contrôle. On enchaîne avec le deuxième deck contrôle de cette méta du 7-9. Alors lui c'est un hyper contrôle, c'est-à-dire qu'il est encore plus contrôle que le Blurple, globalement à force à force égale. Si vous arrivez à peu près en fin de game tous les deux, le Blurple, le vert bleu devrait l'emporter puisqu'il est mieux armé que le Blurple, mais par contre il est un petit peu plus capricieux, un petit peu plus dur à manœuvrer jusqu'à ce late game. Il va falloir un petit peu prévoir ses coups, c'est moins naturel puisqu'on a moins de pioches qu'en violet, et du coup on peut vite se retrouver sans carte en main, et du coup notre plan de jeu hyper contrôle se retrouve en un plan de jeu hyper défaite. Pour nous aider à mettre en place ce plan de jeu, on va commencer par les tours 1 avec Bobby Zimeruski, qui est une des cartes au final qui est énormément jouée en vert dans le 7-9. C'est la 1-2 pour 1 en crabe qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte.
Cet effet-là, il était jusqu'à présent réservé au gris. Il arrive dans le vert et c'est plutôt pas mal puisque ça va vous permettre de pouvoir nettoyer votre main, notamment si votre mulligan s'est mal passé. Je vous l'ai dit, ce deck est un petit peu capricieux, donc voilà, vous allez des fois mulligan un petit peu agressivement pour trouver notamment votre rampe OT2 avec Voguer et Typo. Ça peut des fois un petit peu coincer après en termes de non-ancrable, pas de panique, si vous avez Bobby, Zimmerowski, vous allez pouvoir piocher une carte supplémentaire, choisir la carte qui vous arrange le moins et la défausser. Donc voilà, ça peut corriger un petit peu des petits problèmes que pourrait avoir ce deck, essayer de lisser un petit peu, apporter de la stabilité en tout cas à vos sorties en bleu-vert, et c'est évidemment ce qu'on veut avec un deck hyper contrôle. L'autre carte, c'est évidemment la Clarabelle, la petite Clarabelle pour 1, puisque je vous ai dit que la pioche allait être le nerf de la guerre avec ce deck, donc forcément vous embarquez 4 exemplaires de Clarabelle au sabot léger, la 5-6 pour 7 en crabe killer 2 qui s'altère pour 5 à la fin de votre tour. Choisissez un adversaire s'il a plus de cartes en main que vous. Vous pouvez piocher pour avoir autant de cartes que lui. Donc voilà, si vous arrivez à résoudre votre Clarabelle assez vite et à vous refaire une grosse main, nul doute, vous êtes bien parti pour l'emporter. Par contre, si vous n'y arrivez pas, ça peut être plus compliqué. Tour 2, du coup, on l'a dit, c'est évidemment le Typo ou Voguer sur la mer Azurite. Si vous êtes contre des match-up aggro, je vous conseille de garder Typo plus que Voguer sur la mer Azurite, puisque si vous avez un T1, notamment le Bobby, vous pouvez faire Bobby, Typo, au tour d'après, vous pouvez faire B-Max, et si vous avez la chance d'avoir tout en main, vous avez pour 8, vous allez pouvoir chanter Sous l'océan et ainsi vous permettre de souffler et un petit peu de calmer les ardeurs d'un deck aggro. C'est un petit peu la sortie qui fait que ce deck peut exister, en tout cas si on n'avait pas ce shift B-Max, je pense que cette decklist là aurait vraiment des très très mauvais match-up contre aggro. La présence du B-Max permet du coup d'avoir un meilleur win rate contre aggro. Bon, ça demande un petit peu que les étoiles s'alignent, mais voilà, n'hésitez pas avec Bobby, vous pouvez tout le temps apporter un peu de stabilité. Vous avez quand même des tours 3 dans cette decklist là. Notamment parce que vous avez pas beaucoup de tour 4, donc en fait au tour 3 où vous avez 4 d'encre, si vous avez réussi à ramper, vous pouvez continuer votre folie de la rampe avec Pickly, expert scientifique, la 3-4. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Du coup au tour 3 vous avez 4, puis vous allez avoir 4 d'encre, 5, et du coup au tour c'est compliqué hein, mais du coup au tour 4 vous aurez quasiment 6 d'encre si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça peut vous permettre d'accélérer et de passer un petit peu les tours charnières et les tours un petit peu durs où voilà, vous n'avez pas vraiment de cartes avec des gros impacts, on le voit hein, au tour 3-4. En termes de créatures, c'est pas fou. Vous avez la Clarabelle, le Pickly et le Donald Parfait Gentleman. Alors lui, il est pas mal parce qu'il va souvent donner la tentation à votre adversaire de piocher une carte, donc d'augmenter la taille de sa main et donc d'augmenter la puissance de votre Clarabelle. Si jamais l'adversaire ne le fait pas, tant pis pour lui, tant mieux pour vous, puisque vous, au début de chacun de vos tours, vous allez piocher une carte, et quand bien même si l'adversaire le fait et que vous n'avez pas votre Clarabelle, vous allez être le premier joueur à pouvoir profiter de cet extra draw, puisque c'est au début de chacun de vos tours et pas au début du tour adverse. Donc voilà, vous allez donner un avantage à l'adversaire à son tour, mais vous allez en profiter avant lui, puisque vous allez piocher vous aussi à votre tour. Donc voilà, n'hésitez pas. Le B-Max, on l'a vu. Et ensuite on arrive dans le quadruplé, le quatuor en tout cas de cartes contrôle du deck, enfin même si non, la Clarabelle on l'a vu, donc plutôt le triptyque contrôle un petit peu du deck, en tout cas tempo pour John Silver, puisque lorsque vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être envoyé à l'aventure et il devra défier s'il le peut. L'adversaire pourra toujours chanter avec, ou alors si vous n'avez pas de personnage engagé, bah, tout simplement il ne pourra pas partir à l'aventure, mais il ne fera rien. John Silver, c'est une très bonne carte qui était passée complètement inaperçue depuis le 7-1 jusqu'au 7-8. Il a fallu attendre la rotation et la disparition de certaines cartes qui l'empêchaient d'exister, notamment le Kansoudan sur Vanzus, pour qu'on se rende compte que cette carte avait un véritable potentiel, puisque vous allez pouvoir ralentir votre adversaire et vous prendre du lore et obliger l'adversaire à venir lui trade vos créatures, sachant que vous êtes un deck à vocation contrôle, donc vous voulez que l'adversaire ne lore plus, et si vous pouvez trade ses créatures, c'est bien, mais si c'est lui qui vient s'empaler sur vos créatures, c'est encore mieux. Et si vous pouvez prendre du lore
en même temps qui vient s'empaler sur vos créatures. Que demander de plus? Une carte évidemment très intéressante en fin de partie. Si vous arrivez à les empiler, ça devient vite ingérable pour votre adversaire. L'autre carte qui vous aidera à gagner en fin de partie, c'est évidemment Basile, détective infiltré, la 5/4 pour 7, ancrable, killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc déjà quand il arrive, paf, un petit peu de tempo. Ce personnage-là, je veux que tu le reprennes en main. Vous pouvez évidemment le faire sur vous, notamment si vous voulez remonter des cartes qui vous intéressent, qui ont un gros effet en jeu, comme le Hades qu'on va voir juste après. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un adversaire qui défausse une carte au hasard. Et en plus de ça, il va rappeler un petit peu un goût amer, un mauvais goût dans la bouche de vos adversaires, puisque ça va être des relents de discard. Alors on pensait s'être débarrassé des princes Jean, oui, mais on a quand même le vert bleu hyper contrôle qui va nous rappeler un petit peu cette période sombre pour certains de l'Orcana. Moi personnellement ça ne me dérangeait pas, mais voilà, Basile qui fera défausser quand il part à l'aventure. Et enfin, dernière créature de ce pack, le Hades, conspirateur infernal, qui est aussi présent dans le Blurple, la carte un petit peu contrôle qui trouve sa place depuis la rotation. Niveau action, donc on a vu voguer sur la mer Azurite, 4 visions, parce que là pour le coup on n'a pas la pioche naturelle du violet, donc on veut creuser, et on veut creuser efficacement. Regardez les 5 cartes de son deck, c'est beaucoup, c'est 1/12e de son deck, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça peut évidemment vous aider à trouver vos solutions au moment où vous le voulez. Et pour rappeler à votre adversaire, en tout cas, dire à votre adversaire, attention, j'ai cette carte dans mon deck et tu le sais, vous allez embarquer une carte, soumettez-vous à ma volonté, l'action pour 7 non ancrables. Chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Bah là tout simplement on réfléchit pas, tu prends ta main et tu la jettes. Et c'est tout, je ne veux pas t'entendre te plaindre, enfin si, vous allez l'entendre se plaindre et c'est normal, mais voilà, vous l'emmenez, vous l'avez qu'en un exemplaire, c'est vraiment la carte qu'on veut trouver, par exemple avec des visions de l'avenir en fin de partie, si jamais c'est compliqué, notamment contre le Blurple, qui aura beaucoup pioché. Si vous arrivez à lui couper l'herbe sous le pied, bah, c'est tout simplement gagné pour vous. Pour vous aider à contrôler un petit peu, on a quand même, pour les hommes, choisissez un personnage, un objet ou un lieu, et mélangez-le dans la pioche de son propriétaire. Ce joueur pioche 2 cartes. Alors oui, vous allez donner de l'avantage, du card advantage à votre adversaire, mais pas de panique, normalement vous avez votre Clarabelle qui va arriver aussi, donc plus l'adversaire a de cartes en main, mieux c'est. Et enfin la doublette pour nettoyer le board, vous êtes obligé de passer par 2 cartes, notamment Nous sommes là pour vous aider, la chanson du 7-8, pareil, qui est dépassée complètement sous les radars pour 6 ancrables à l'unisson 6. Choisissez n'importe quel nombre de personnages et retirez jusqu'à 3 dommages de chacun. Tous les personnages adverses subissent -3 d'attaque pour ce tour. Et petite chose intéressante à noter, c'est que vous pouvez non seulement vous en servir pour faire un sous l'océan derrière, mais vous pouvez aussi vous en servir pour vous débarrasser des cartes illusions un petit peu trop pénibles, puisque vous allez pouvoir choisir jusqu'à 3 personnages, autant de personnages que vous voulez, et retirer des dommages sur chacun d'eux. Le fait de les choisir évidemment active la capacité de dissipation, donc voilà, vous allez pouvoir aussi vous en servir pour nettoyer un petit peu un board, des cobras qui sont un petit peu pénibles, des rajas, des gardes du palais, enfin bref, tout ce genre de cartes un petit peu pénibles. Et enfin 4 sous l'océan, on l'a vu, vous êtes un deck contrôle, le deck hyper contrôle, en tout cas le deck le plus polarisé dans le spectre. Vous êtes vraiment à l'extrême contrôle du spectre je sais pas comment on dit, du type de deck, des archétypes des decks dans les jeux de cartes. Donc voilà, si vous aimez l'hyper contrôle, c'est vers ce deck là qu'il faut se diriger. Et ensuite on passe à un autre deck très intéressant aussi, qui a fait beaucoup de parler de lui en début de méta, qui est un petit peu en perte de vitesse, enfin en tout cas qu'on voit moins performer qu'avant, puisque il y a notamment le Blurple qui a vraiment pris de la puissance, en tout cas qui est monté en puissance. On a aussi pas mal d'autres decks qui peuvent venir l'embêter. C'est le Purple Steel Gris Violet, donc si vous êtes un aficionado de ce genre de deck, je sais qu'il y a des gens qui jouent Violet Gris depuis très longtemps. Il va vous demander aussi un petit peu plus de savoir-faire, en tout cas d'expérience dessus, pour être pleinement maîtrisé. Mais voilà, si vous le maîtrisez, évidemment n'hésitez pas, foncez, c'est un excellent deck, probablement un tiers 1. Alors le tier S pour moi c'est Blurple, ensuite on a le bleu vert, celui-ci qui vient aussi en tier 1, donc un très très bon deck dans la méta. Lui vous allez avoir beaucoup plus de T1, c'est un deck lui qui est plutôt mid-range, en tout cas qui n'a pas vocation à être trop si il a vocation, c'est un mid-range très aggro, enfin en tout cas vous allez pouvoir le tecker un petit peu comme vous voulez entre l'aggro et le mid-range pur. Là c'est une version
plutôt mid-range, en tout cas on a les Yzma notamment, mais voilà, il y a des versions avec plus d'illusions qui va être un peu plus agressif, mais voilà, c'est un deck un petit peu caméléon qui va essayer de profiter de certaines cartes pour l'aurer à distance et ainsi gagner la course en fait petit à petit. Vous n'allez pas avoir vraiment un gros late game ou un gros early game, vous allez plutôt gratter des petits points de l'or par-ci par-là, notamment grâce à la rose blanche. Lorsque vous jouez ce personnage, gagnez un éclat de l'or tout simplement, et le cobra géant, une carte avec dissipation. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser une carte pour gagner 2 éclats de l'or. Ça, c'est vos deux façons de gagner du lore à distance. L'autre façon de gagner du lore tout en trade, tout en prenant des trades sur le board, c'est évidemment la Kaloon. Votre tour 2 pour 2 non ancrable, une 3-2, résistance 1 pendant votre tour. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Très très bonne carte contre les match-up aggro. Et pour prendre un petit peu les choses dans l'ordre, vous avez beaucoup de T1, vous avez 11 T1, donc normalement vous êtes obligé, enfin en tout cas il faut en trouver un sur votre mulligan. Vous avez notamment les gardes du palais, aussi une carte illusion 1-4, très très dur à enlever si on ne profite pas de sa capacité de dissipation. Une 1-4 pour 1 en crabe killer 1. Vous avez aussi le Diablo, qu'on connaît maintenant en 4 exemplaires, qui vous permet de piocher lorsqu'il est tué. Et une carte qui va vous permettre aussi de temporiser un petit peu votre adversaire et de lui dire attention, j'ai un capitaine crochet sur le board. C'est une 3-2 quand elle attaque, donc attention à toi, ça peut faire mal. En fin de partie aussi, un capitaine crochet, ça peut bloquer certains boards. L'autre carte qui est très intéressante, c'est la Madame Mime minuscule adversaire. Alors celle-ci, elle ne fait pas la capacité bounce. Les Madame Mime jusqu'à présent le faisaient, on a l'habitude de voir des Madame Mime qui le font, elles non. Elle donne par contre offensif plus 1 à tout votre board, et ça c'est très intéressant. Elle-même a offensif plus 1, sinon c'est une 0-3. Elle va donc booster un petit peu vos personnages autour et dire à votre adversaire attention, si tu pars trop à l'aventure, moi je vais pouvoir profiter de mon offensif plus 1 et venir un petit peu taper tout ce que je veux. Ça permet surtout à vos Jafar Grand Vizir d'être 4-2 lorsqu'ils attaquent, et donc de pouvoir aller prendre les génies adverses. Donc voilà, ça transforme une 3-2 un petit peu moyenne en une carte beaucoup plus menaçante pour les boards adverses. Vous allez piocher grâce à Prof Chevalier Hardy, la carte pioche par excellence pour toutes les decklists un petit peu plus aggro, early mid. En tout cas celle-ci, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher jusqu'à 2 cartes. Carte très intéressante. Ensuite on a le génie, 3-4, insaisissable pendant votre tour, donc lui aussi il est là pour aller chasser les cartes violettes en face, les insaisissables violets. D'autant plus que si vous avez la petite Madame Mime, il devient 4-4, et là encore il peut aller taper les génies, veut exaucer en face et protéger les vôtres. Du coup vos 2-4 que vous allez embarquer évidemment en 4 exemplaires pour piocher. Vous avez aussi Jafar, aspirant souverain, la 3-2, killer 2 qui donne offensif plus 2. Là pareil, en fait c'est pour pouvoir booster un peu vos créatures et aller prendre des trades qui vous arrangent. Sinon ensuite on a du violet plutôt classique avec 4 Dumbo, 4 génies, 4 Elsa évidemment, et aussi 4 Yzma chimiste surnoise. Alors vous n'êtes pas obligé de la mettre, toutes les decklists l'embarquent pas, mais voilà, si vous voulez assurer un petit peu votre pioche en milieu de partie, la Yzma c'est tout simplement une très bonne carte pour faire ceci, puisque si vous avez moins de 3 cartes en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main, et sinon c'est une 3-3 qui valorait 2, donc une carte assez efficace pour se refaire une petite santé en milieu de partie. Beaucoup moins d'actions et de chansons dans cette decklist là un peu plus mid-range, mais vous allez seulement avoir 3 forces hypnotiques, exactement la même application que dans le Blurple. Ça va être pour piocher et booster vos Elsa, vos génies, pour pouvoir aller détruire les cartes adverses. Et là par contre vous allez profiter, vu que vous embarquez du gris, de la chanson la plus snowball de l'Orcana, à savoir plus ardent que le feu des volcans. Choisissez un personnage et infligez-lui autant de dommages que vous avez de personnages en jeu. Vous allez pouvoir le chanter assez vite, et si vous êtes bien installé sur le board, ça va tout simplement être un enfer pour votre adversaire pour pouvoir revenir. Vous allez l'aurer très vite en accélérant par petits coups de boost votre board. Vous allez pouvoir prendre les trades qu'il vous faut. Bref, une decklist très solide, seulement 11 non ancrables. La tendance des cartes non ancrables baisse de plus en plus dans l'Orcana. On se retrouve plus avec des decklists à 18 cartes non ancrables ou 16 comme c'était un peu coutume avant. Non, maintenant les decklists sont vraiment taillés pour ne pas briquer, et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, le violet gris, si jamais vous aimez, n'hésitez pas à foncer. Et sinon, si vous n'aimez pas jouer contrôle, si vous n'aimez pas jouer mid-range, et ben foncez sur cette decklist là. En plus
elle a fait top 4 au CCQ d'Annecy. Bravo à Neo de la team TSI pour avoir performé à ce point avec cette decklist aggro. Donc on connaît une Tiana aggro assez classique, même si il n'embarque que 3 Tiana. Je pense qu'en effet on n'a peut-être pas besoin d'en avoir 4, c'est des cartes non ancrables. Et oubliez un petit peu ce que je vous disais juste avant, les decklists sont faites maintenant pour avoir moins de cartes non ancrables, sauf si vous jouez des decklists aggro où vous voyez la curve ici, elle s'arrête au T4, donc en fait vous avez besoin globalement de très peu d'encre pour pouvoir jouer tout ce que vous voulez. Donc voilà, 22 non ancrables, vous allez en avoir en main, vous allez pouvoir les jouer, ne vous inquiétez pas. Et comment est-ce que ça se joue? Alors la sortie un petit peu goldé que tout le monde a certainement déjà vu, c'est Tourin Aurore, donc qui est la nouvelle carte et qui rend les aggros jaunes en tout cas un petit peu plus beaucoup plus menaçant et certainement viable même à très haut niveau. Aurore tient audience, une carte pour 1 ancrable qui est 1-2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage reine ou princesse que vous jouez ce tour-ci vous coûte 1 de moins. Elle l'aura 1. C'est un petit peu anecdotique, mais par contre, au tour 2, ça va vous permettre de faire venir directement votre Tiana propriétaire de restaurant, la 1-4 pour 3 d'un ancrable killer 2. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie subit moins 3 d'attaque pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paye 3. Globalement, vous vous en doutez, dès tour 3, si l'adversaire doit venir gérer une 1-4, c'est très compliqué, d'autant plus s'il ne peut pas poser plus de board. Donc si vous arrivez à faire tour 1 Aurore, tour 2 Tiana, et tour 3, pourquoi pas une Lady chienne de famille, la 2-2 pour 2, qui coûte 3 ancrables, qui leur 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. On avait l'habitude de jouer Porcinet avec, sauf que maintenant on a aussi l'Anala Lyon indomptable 0-2 pour 2 non-ancrables, qui leur 2. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 1 de l'or et résistance plus 1. Vous avez donc une 0-2 qui leur a 3 et qui a résistance 1. Si vous arrivez à faire donc cette sortie là, il y a très peu de decks qui peuvent s'en sortir, à moins d'un sous l'océan pour venir tout vous laver. Sinon c'est compliqué et en plus vous avez de quoi continuer à être très menaçant sur le plateau. Bon, évidemment toutes vos sorties ne seront pas sur le play, il y aura aussi des match-ups sur la draw, et sur la draw il va falloir aussi un petit peu assurer. C'est pour ça que vous embarquez des Kaloun, donc on a vu tout à l'heure la 3-2 qui a résistance 1 et qui permet de l'orer quand elle prend des trades. Très intéressant sur la draw pour calmer un petit peu votre adversaire. Vous avez aussi là la shift line, la ligne d'alter du Rhino avec ce petit Rhino là, et surtout le Rhino hamster survolté 4-3, alter 2, résistance 2, 4-3, killer 2 pour 4 ancrables. On la connaît, elle a été énormément jouée au 7-8, elle continue d'être jouée dans cette version aggro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Daisy, rendez-vous de Donald, 1-4, killer 2. Vous allez donner des cartes à votre adversaire, certes, mais vous allez aussi lui enlever ses actions. Donc ça peut être intéressant. Une carte, la Mulan, soldat déguisé, donc qui vous permet de faire un peu comme le Bobby Zimeruski, de piocher puis de vous défausser d'une carte. Donc pour faire du quality advantage et nettoyer un petit peu votre main, puisque comme on l'a vu, vous avez 22 non-ancrables, donc attention. Jim Sherry, qui peut permettre de protéger votre board assez efficacement. Une 0-4 rempart qui, si elle est posée assez tôt dans la partie, peut poser des problèmes à votre adversaire. Notamment pour venir trade un petit peu facilement, il va falloir qu'il se charge de ce Jim Sherry et souvent ça peut lui faire perdre du tour. Pareil, lorsque l'on est sur la draw, ça peut être pas mal d'avoir le troubadour pour pouvoir chanter plus ardent que le feu des volcans, lui aussi à résiste 1. Vous embarquez évidemment 4 plus ardents que le feu des volcans, parce que même si vous êtes aggro, vous allez vouloir en tout cas certaines fois aller détruire une créature adverse, donc c'est très important d'avoir ces plus ardents que le feu des volcans dans votre decklist. Enfin, on a Penny, maîtresse de Volt, là 1-2 pour 2, ancrable killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, retirez-lui jusqu'à 2 dommages, il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ça c'est très intéressant avec Nala, si jamais elle a été blessée, vous pouvez la soigner et surtout vous pouvez lui donner résistance plus 2, donc résistance plus 1 naturellement, plus résistance plus 1 grâce à Penny. Donc ça devient une 0-2 résiste 2 qui leur a 3. C'est évidemment très compliqué pour votre adversaire de venir la trade le tour où elle s'incline. Pour piocher, classique aussi, on est dans du gris, on est dans une version aggro, donc on veut poser du board et se refaire une main, donc on embarque 4
Prof, carte un petit peu originale dans cette decklist là, c'est le John Silver, maître coq du vaisseau, 3-3 pour 3 en crabe qui l'aura lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui ne peut pas défier lors de son prochain tour. C'est tout simplement intéressant pour pouvoir protéger votre board, protéger pourquoi pas votre Nala, pour être sûr qu'elle puisse l'aurait 2 fois à 3, l'aurait 6, donc ça fait vraiment mal. Je vous embarquais aussi des allumes et les mèches. Choisissez un personnage et infligez-lui 2 de dommages. Donc là, je pense que c'est pour empêcher les sorties un petit peu trop pénibles du ver bleu, à savoir la sortie sous l'océan. Vous allez pouvoir aller pinguer son typo ou sa petite Clarabelle pour un petit peu le calmer et pouvoir vous continuer à vous répandre sur le board. Donc voilà, la decklist très aggro de la méta. Donc on a vu le vert bleu très contrôle, le jaune gris aggro qui du coup se place à l'extrême opposé du spectre des archétypes dans un jeu de cartes. On enchaîne ensuite avec un autre deck aggro qui mine de rien commence un petit peu à parfait. Alors là c'est la decklist de Moufy de la team MHL, donc qui a fait une très belle performance au CCQ d'Annecy. Si je dis pas de bêtises, il a fait top 16, 11e même si ma mémoire est bonne. Une decklist qui elle aussi se permet d'avoir un petit peu plus de non-crabe, bon, beaucoup moins que la decklist qu'on vient de voir juste avant, 14 non-ancrables, et là pareil, vous le voyez, il y a principalement des tours 1, des tours 2, des tours 3, mais vous remarquez qu'il y a quand même quelques cartes un peu plus chères, et on va voir ça tout de suite. En termes de tour 1, on a 4 cartes de tour 1, donc on a déjà vu le Bobby qui va vous permettre de nettoyer votre main, c'est très important lorsque vous avez beaucoup de non-ancrables. On a évidemment la Daisy, une carte aggro qui est très forte. On a la Lady, chienne décidée, 0-3 pour 1 ancrable qui leur 1. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour, et si vous arrivez à lui donner 3 d'attaque, elle va l'aurer pour 3. Donc carte très intéressant pour faire des petits bursts de l'or. Et enfin les ondins ensorcelés, œuvre d'Ursula, donc la 0-1 pour un non-ancrable killer 2. Et à chaque fois qu'il est défié, l'adversaire va devoir se défausser d'une carte. Des tours 1 assez toxiques du coup avec le ondin ensorcelé, avec la Daisy et la Lady qui va permettre de faire des boosts en tout cas en termes de l'or. Les tours 2, donc du classique avec la Lilo, reine de l'évasion. Enfin du classique en tout cas qu'on a l'habitude de voir dans des decklists aggro. La 1-2 pour 2 ancrable killer 2 au début de votre tour. Cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer, elle entre en jeu épuisée. Donc ça c'est un petit peu le côté négatif de la Lilo, c'est que bon, si l'adversaire a le board, en fait il va juste la tuer à chaque fois, vous allez perdre de l'or pour poser une créature qui sera engagée, mais vous jouez surtout cet objet là qui va rendre un petit peu le deck beaucoup plus menaçant. C'est le Chromicon d'Emeraude, un objet pour 3 non-ancrable durant le tour de votre adversaire. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire, et là pouvoir renvoyer une Lilo Killer 2 à tous les tours et lui dire bah viens prendre le trade et je vais te renvoyer quelque chose en main. C'est évidemment beaucoup plus intéressant. La carte que j'adore c'est le clochard chien entreprenant, là 1-3 pour 2 en crabe Killer 1 qui vous coûtera que 1 si jamais vous avez une Lady sur le board. Et surtout, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 ce tour-ci pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Et bien tout simplement ça va être plus vous avez de board, plus vous allez pouvoir booster une carte, par exemple un petit Bobby, pour qu'elle aille prendre un trade très embêtant pour votre adversaire, par exemple aller taper, je sais pas, dans un Baymax 5-5 qui aurait été shift un petit peu trop tôt à votre goût. Vous allez pouvoir vous débarrasser de votre Bobby qui va accomplir son devoir en allant tuer le Baymax d'en face, donc ça peut être très intéressant. 4 gogo parce que parfois on peine à finir les parties, en tout cas on s'essouffle un petit peu si la partie dure trop, donc en fin de partie on sera content de trouver une gogo, une 2-2 pour 2 en crabe qui leur 1 insaisissable. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 pour choisir un personnage adverse et gagner autant d'éclat de l'or qu'il a de dommages sur lui. Donc ça va vous permettre de en fait de faire un petit peu un piège avec votre Lilo. Vous allez la ramener tout le temps, il va se blesser en la tradant, et puis paf, vous allez pouvoir jouer une gogo qui va peut-être vous permettre de remporter la partie, en tout cas vous mettre en position très menaçante pour lui. Vous avez ensuite 4 Ursula parce qu'on veut protéger son board, et principalement les plus ardents que le feu des volcans, les dans un autre monde et les sous l'océan vont être vos cibles privilégiées avec cette Ursula qu'on connaît bien, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un adversaire qui doit révéler sa main et défausser une carte chanson. Julieta Madrigal pour avoir un petit peu de pioche et pourquoi pas soigner un de vos personnages si jamais vous avez pris un trade qui vous arrange, notamment avec le buff du clochard. Vous allez pouvoir en plus soigner et piocher. Carte que j'aime beaucoup, qu'on a encore
très peu vue, mais que moi je trouve très forte. La Perla, couturière agile, pardon, 3-2 pour 3 ancrables, killer 1, insaisissable et soutien. Tout simplement, sa capacité de soutien, elle permet à chaque tour de l'aurer 3 avec la Lady. Elle est insaisissable, donc ça peut être intéressant, ça peut vous permettre aussi de booster votre gogo une fois qu'elle a fait ce qu'elle doit faire et d'aller prendre un trade qui vous arrange. Carte très intéressante, donc en un exemplaire, je pense que c'était un petit peu un test pour Bologne, je sais pas trop ce qu'il en a pensé, s'il va finalement en jouer un peu plus ou l'enlever s'il n'a pas été convaincu. La carte Clarabelle, puisque vous allez aussi vouloir réussir votre alter Clarabelle, parce que si vous avez réussi à prendre le board, vous avez souvent gagné, mais si jamais l'adversaire vous a un petit peu temporisé, vous allez pouvoir avoir envie en tout cas de vous refaire une main, puisque vous avez tendance à poser beaucoup de cartes par tour vu qu'elle coûte très peu cher. Donc la Clarabelle déjà va vous permettre de piocher une carte, tout comme la Roulietta Madrigal, et surtout si vous arrivez à altérer Clarabelle, vous allez pouvoir vous refaire une main et reproposer un board très large à votre adversaire, et ça peut être problématique pour lui. Pour finir les parties, on peut avoir besoin de Prince Philippe, Explorateur Royal, la 3-2 pour 3 ancraves killer 2 et qui est hors d'atteinte, donc vous vous assurez lorsque vous la jouez de l'aurer 2 au prochain tour. Le génie de la lampe, présent en un exemplaire. Alors pareil, c'est peut-être un petit test pour voir s'il vaut mieux des perlas ou des génies. En tout cas, tant que ce personnage est épuisé, vos autres personnages gagnent plus 2 d'attaque et lui, leur 2 est insaisissable. Ça peut être intéressant, hein. Du coup, votre gogo devient 4-2, donc elle aussi, elle peut aller taper les génies en face. Ensuite, on a Lady Princesse Fanfreluche, la 4-4 pour 5 non ancrables killer 2 qui s'altère pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Alors cette carte là, on va parfois ne pas avoir envie de l'altérer trop tôt, mais des fois on peut en avoir envie, tout simplement parce qu'elle va vous permettre d'avoir un chanteur à 5 et ah non, dans cette version là il n'y a pas de sous l'océan, mais il y a des versions aggro qui embarquent des sous l'océan. Et du coup on peut avoir envie d'altérer très vite la Lady. Là l'intérêt en début de partie, il est uniquement si vous n'arrivez pas à enlever avec vos Ursula les sous l'océan. Ça peut être intéressant d'altérer votre Lady sur votre petite Lady, tout simplement pour avoir un personnage qui survivrait à un sous l'océan. Ça peut faire la différence. L'autre carte qui est évidemment très forte dans cette méta où on va essayer de se battre le board et souvent la résolution du conflit va se passer par des défis. Si vous arrivez à altérer ou à jouer votre clochard voyou élégant qui est une 2-8 pour 6 ancrable qui s'altère pour 4 et qui leur 2, durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte. Ça peut être très intéressant pour vous refaire une main si vous n'avez pas réussi à jouer votre shiftline Clarabelle. Et enfin, la carte qui là est présente qu'en 2 exemplaires, c'est le clochard chien débrouillard 2-6 pour 7 ancrables, killer 2. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu, ensuite défausser autant de cartes que vous en avez pioché. Donc là tout simplement vous allez pouvoir piocher sur votre tour 4, pourquoi pas 3 cartes, en défausser 3, mais avoir vraiment les 3 cartes qu'il vous faut au moment où il vous faut, au moment un petit peu pivot où vous allez basculer dans le mid-game. Ça peut être évidemment très intéressant. 4 improvisés pour booster un petit peu vos personnages, piocher une carte, pourquoi pas aller pinguer des illusions si vous en avez besoin. Et enfin 3 Chromicon, on l'a vu pour la partie un petit peu tempo du deck. Donc une decklist très intéressante. Très content de voir cette decklist là parfait dans des gros tournois. Ça fait plaisir de voir des couleurs qu'on n'avait pas vues depuis le début du set. Ensuite on a une autre decklist qui fait un petit peu parler d'elle, qui est un petit peu plus en sous-marin, un petit peu plus pour les initiés, en tout cas pour les gens qui écoutent plus que les bruits de couloir. C'est la bleu-gris alliée. La bleu-gris alliée, donc là j'ai mis Scar, mais il n'y a pas Scar du tout dans cette version là. Le réflexe, souvent vous allez avoir des versions Scar. Là en fait vous allez tout simplement vouloir ramper très fortement et poser tout simplement des grosses cartes très puissantes. Vous avez notamment en grosse carte très puissante la fée clochette qui fait son retour, la 4-5 pour 6 ancrable killer 2 qui va pinguer tout le monde et qui lorsqu'elle attaque va pouvoir aller mettre des dégâts un peu partout. Vous avez aussi le Robin des Bois, archer sans égal, 4-4 pour 6 ancrable killer 2. Si un adversaire a plus de cartes en main que vous piochez. Je pense qu'on est dans une méta où toutes les cartes qui permettent de piocher sont bonnes à prendre. En tout cas il faut trouver comment piocher dans cette méta là, et du coup lui en plus il a pareil le côté agréable, c'est qu'il peut aller chercher des personnages insaisissables, des génies en face, puisque durant
votre tour, il est insaisissable. 4-4 et healer 2, donc c'est un énorme body qui va beaucoup vous aider. Vous avez aussi la nouvelle carte, la Jasmine, princesse intrépide, la 3-7 pour 5, ancrable killer 2. Durant votre tour, elle aussi est insaisissable. Et si vous défaussez une carte, ce personnage a offensif plus 3. Donc ça devient une 6-7. Ça rigole plus du tout. Ça va chercher un petit peu tout ce que ça veut. Vous n'allez pas forcément la jouer pour défausser des cartes. Juste son body 3-7 killer 2. Ça va être assez pénible pour vos adversaires pour aller les gérer. Et enfin, Vincenzo Santorini, la 2-8 pour 7 ancrable killer 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 3 de dégâts. Donc ça, c'est un petit peu une carte qui va aller ping une autre créature pour la tuer. Donc en gros, vous posez votre Vincenzo et vous allez pouvoir tuer une créature en face. Pour compléter tout ça, on a évidemment le Basile avec sa capacité soutien. On a évidemment le typo, puisqu'on va vouloir ramper et très vite arriver à nos grosses créatures. On remarque qu'on n'a pas de tour 3 en termes de créatures. En tour 4, on a Balthazar Picsou, des énormes stats 5-5 killer 2. Et on a aussi l'Akida, penseuse créative, donc une carte très intéressante, 3-3 pour 4 ancrables qui a hors d'atteinte, qui l'or pour 1, et surtout lorsque vous l'inclinez, vous allez pouvoir regarder les deux premières cartes de votre pioche. Placez-en une dans votre réserve d'encre face cachée épuisée et l'autre sur votre pioche, on ne la garde pas en main, c'est important. On a aussi le Stitch, fauteur de troubles extraterrestres, 3-4 durant votre tour. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Donc là, une carte qui va vous permettre de piocher et de gagner du lore. Donc carte très intéressante qui a un peu de mal à se faire sa place dans cette méta là. Et ensuite on a le Donald, donc vous pouvez mettre dans votre bleu vert aussi Donald pied plat concentré 3-4 pour 5 ancrable killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Il va vous permettre de sauter votre tour 6 et donc d'arriver directement à vos Hades et vos Vincenzo Santorini si jamais le besoin s'en fait sentir. En plus il a le bon goût lui aussi de l'Oré 2. Vous allez avoir des développe ton cerveau pour creuser un petit peu dans votre deck, des fracassés pour aller casser du Dumbo en face, du plus ardent que le feu des volcans pour là aussi aller gérer un petit peu les cartes en face. Beyond the Horizon, très bonne carte du coup qui est de plus en plus testée et jouée au fur et à mesure qu'on oublie un petit peu ce rêve bleu. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs, chaque joueur ainsi choisi défausse sa main puis pioche 3 cartes, donc vous pouvez vous choisir que vous pouvez vous choisir votre adversaire si jamais il a beaucoup trop de cartes. Par exemple s'il a 7 ou 8 cartes, ça peut être intéressant de le faire tout défausser pour le faire retourner à 3 cartes. Et enfin creuse encore et encore, donc une carte qui est aussi testée dans le Blurple, mais voilà, l'unition 8, regardez les 7 cartes du dessus de votre pioche, ajoutez-en 2 à votre main, placez les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc l'idée là c'est évidemment d'arriver très vite à vos gros tours pour pouvoir pourquoi pas chanter un creuse encore et encore, refaire votre main et tout simplement prendre l'adversaire de vitesse, puisque c'est un deck un petit peu stompy mid-range stompy qui va vouloir s'accélérer très vite et poser des grosses créatures et terminer la partie assez vite, puisque vous n'avez pas les armes pour rivaliser avec du contrôle en fin de partie. Vous allez devoir finir la partie dans la fenêtre de tir qui vous sera proposée. Mais voilà, une decklist intéressante qui perf de plus en plus. Alors il y a plusieurs versions, il y a les versions avec ou sans Scar, donc c'est vraiment à vous de techer un petit peu, de vous entraîner un petit peu sur ce genre de decklist. Là on est plus dans des tiers 3, donc des decklists un petit peu plus exotiques qui, si vous les maîtrisez bien, peuvent vous permettre de faire des performances. Mais par contre, si vous ne les avez jamais joués, je pense que ça peut être très compliqué pour vous de vous en sortir face aux mastodontes que sont Blurple, Gris Violet et Vert Bleu. Donc voilà, une decklist assez intéressante. Ensuite, on a la decklist qui, moi, me fait vibrer et qui a fait une petite performance aussi ce week-end au CCQ de Stockholm, il me semble. Il a fini dans les 16 premiers avec une version un peu différente de celle que je vous avais présentée, mais qui donne aussi envie d'être testée. On retrouve les Lady, chiennes décidées, qui vont vous permettre d'avoir ce début assez aggro. Le Bobby, évidemment. On est une decklist pareil qui... Enfin, elle, c'est pas vraiment la même façon parce que vous remarquez qu'elle a que 8 non ancrables. Donc elle, c'est pas vraiment pour faire du quality advantage. C'est plutôt pour remplir votre défausse, puisque c'est un deck qui va jouer avec la défausse et qui va réanimer ses créatures, notamment grâce à la nouvelle carte l'histoire de la vie, la chanson à l'unisson 8 pour 8 ancrables. Jouez gratuitement un personnage de votre défausse, tout simplement. Donc le but, ça va être avec Bobby Zemeruski, avec Isma, conspiratrice à cran, ça va être de jeter par exemple vos Tic et Tac Ranger Softer dans votre défausse.
Donc cette version-là, elle embarque pas les Stitch Surfer Insouciant, assez original, ça me donne vraiment envie de tester. Vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, jeter votre Clarabelle dans votre défausse, puisque vous allez ensuite essayer de la réanimer le plus vite possible. Comment est-ce qu'on fait pour la réanimer? Ben, tout simplement, il faut réussir à chanter à 8, et pour chanter à 8, c'est pas si compliqué que ça avec ce deck, puisque vous avez Lady, vous allez pouvoir jouer double clochard au T2. Alors en plus vous allez pouvoir l'aurer beaucoup avec votre Lady, mais lui vous allez le jouer pour 1, mais en fait il compte pour 2, donc c'est un petit peu un chanteur 2. Si vous arrivez à le jouer pour 1, vous allez évidemment gagner beaucoup de présence, beaucoup de personnages qui vont vous permettre de chanter, et surtout en tour 3 vous avez Lady Chienne de Famille qui va vous permettre de jouer une carte qui coûte 2 de votre main. Donc en gros au tour 3 vous allez jouer l'équivalent de 5 en puissance de personnages, donc plus que la moitié du chemin. Si vous avez fait un tour 1, un tour 2 et un tour 3 qui joue un tour 2, vous arrivez à pile poil 8 d'encre, et du coup au tour d'après 8 à l'unisson, en tout cas pour chanter une chanson à 8, et du coup au tour 4 vous allez pouvoir chanter l'histoire de la vie, ramener Tic et Tac ou Clarabelle, ou alors si jamais vous en avez besoin, vous allez aussi pouvoir chanter un petit Sous l'océan. C'est ça que j'aime bien, c'est que cette decklist là elle part un petit peu dans tous les sens. Vous avez un pendant très aggro, avec des sorties à base de Lady, à base de Lilo, à base de d'autres Lady qui vont jouer des clochards, etc., etc. Vous allez pouvoir finir très très vite les parties. Les clochards aussi sont très intéressants, puisque vous allez pouvoir... bon, on va prendre les choses dans l'ordre, mais vous avez un plan de jeu très très aggro, avec des cartes qui vont l'aurer vite et fort si l'adversaire ne peut pas vous gérer. En fait, la principale menace de ce deck-là, c'est de se faire gérer au compte-gouttes, nos créatures, de ne pas réussir à en poser plein, et à faire ce qu'on veut, et surtout évidemment la menace du sous l'océan, puisque toutes nos créatures quasiment ont 2 d'attaque ou moins, donc en fait tout disparaît sur un sous l'océan. Donc il va falloir timer vos Ursula en bobineuse à la perfection, vraiment faire attention si l'adversaire joue du vert. Si vous arrivez à lui enlever ses sous l'océan, vous avez de fortes chances de remporter la partie. Vous allez pouvoir du coup préparer votre défausse avec vos Yzma et vos Bobby Zimeruski. Vous pouvez évidemment, donc là on n'a pas la petite Clarabelle, elle est changée. Non, je suis même pas sûr qu'elle est même pas jouée dans les autres versions, mais voilà, vous embarquez le tac empoté, la 1-3 du 7-8 pour 1 qui avait jamais vu de jeu. Lui, je pense qu'il est là tout simplement parce que vous pouvez aussi vouloir altérer le Tic et Tac Ranger Softer au tour 5, une 6-6 qui l'aura à 3 et qui vous permettra de récupérer des personnages de votre défausse dans votre main à chaque fois que vous allez ancrer une carte. Donc ça c'est très intéressant, ça permet de remonter des créatures que vous pouvez volontairement envoyer à l'assaut d'un autre personnage. Vous allez ensuite pouvoir les réanimer et les rejouer très très vite si vous choisissez de réanimer, de remonter des cartes à petits coups. Mais vous pouvez aussi remonter des Clarabelles, remonter des grosses créatures. La carte évidemment un petit peu clé du deck, c'est le clochard chien des brouillards. On regrettera juste qu'il ait 2 de force. Il aurait eu 3 de force, ça aurait peut-être été un petit peu trop fort. Là au moins il se prend sous l'océan, il se prend pas mal d'autres choses et il trade pas trop fort. Mais voilà, sur votre tour 4 globalement, si vous pouvez, vous allez vouloir jouer le clochard. Alors même s'il y a les deux, c'est uniquement un clochard, hein, c'est pas Belle et le clochard, non, c'est juste un clochard. Pour 7 ancrables, une 2-6 qui leur 2. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. Donc si vous avez 3 personnages en jeu, au tour 4 vous allez pouvoir le jouer pour 4 du coup. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage en jeu que vous avez en jeu, puis ensuite défausser autant de cartes que vous en avez pioché. Là ça va vous permettre de remplir votre défausse avec toutes les cartes que vous voulez pas voir, trouver les cartes que vous voulez trouver au moment où vous voulez les trouver, pour vous permettre ensuite de trouver des lignes de play qui vont vous faire gagner la partie. Pour vous y aider, on a aussi des Lady Princesse Fanfreluche, la 4-4 donc on a vu tout à l'heure, qui là peut être intéressante d'être altérée au tour 3, tout simplement pour pouvoir chanter très très vite des sous l'océan ou des histoires de la vie pour vous aider. Vous avez aussi le clochard voyou élégant. Si jamais vous sentez que ça va être un combat de board, n'hésitez pas à préparer un clochard pour repiocher des cartes dans votre main. Et la petite carte tech de cette version là, c'est évidemment le Souillon, l'objet jaune pour 2 ancrables. Vous allez pouvoir engager un de vos personnages, choisissez un personnage qui subit -2 jusqu'au début de votre prochain tour. C'est tout simplement très intéressant puisque vous allez pouvoir chanter des sous l'océan qui vont aller nettoyer un petit peu plus que des cartes à 2. Je pense en fait ça va globalement gérer des Dumbo, ça va gérer des Hades, ça va gérer tout ce qui a 4 d'attaque ou moins. Donc c'est évidemment très intéressant. Une decklist
vraiment, vraiment super cool qui va demander par contre pas mal d'entraînement, de bien connaître les match-ups, de bien connaître les cartes qui vous embêtent. Mais si vous commencez à maîtriser cette decklist là, je pense que vous aurez du mal à en décrocher. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'arrive, je n'arrive pas à jouer autre chose. Je sais qu'il faudrait que je m'entraîne sur le Blurple si je veux vraiment être focus sur les résultats, mais non je ne peux pas, mon cœur est pris. Je jouerai jaune, vert, l'histoire de la vie quoi qu'il arrive jusqu'au 7-10. C'est acté, c'est signé. Croix boîte, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, c'est dit. Voilà, bref, en tout cas c'est là, c'est aussi une decklist un peu tier 3 je pense, un petit peu difficile à jauger vraiment. Elle est moins forte évidemment que les grosses decklists, mais elle peut vraiment faire quelque chose. Si vous êtes sur le play en plus elle est d'autant plus menaçante. Si vous êtes sur la draw il va falloir un petit peu plus tricoter, bien jouer vos Ursula si jamais l'adversaire joue du vert ou s'il peut venir vous embêter, et bien vous répandre sur le board. Mais voilà, c'est une decklist tout simplement délicieuse, un petit peu originale puisqu'elle n'embarque pas les Stitch, elle embarque les Souillons, mais elle embarque quand même les Tic et Tac, et notamment le petit Tic et Tac là. Je sais pas si on a souvent l'occasion d'altérer le gros Tic et Tac, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Et en dernière decklist, puisque là on a fait un peu le tour, je voulais vous proposer une petite decklist bonus, mais qui fait parler d'elle de plus en plus. C'est les decklists vert grise Chromicon. Alors ici c'est une version aggro, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près la version qui a remporté le tournoi influenceur qui a eu lieu à Londres. C'est une decklist aussi, donc très aggro, hein, vous voyez, il n'y a pas de carte au-dessus de 4. Elle va tout simplement jouer beaucoup de T1, enfin beaucoup de T1 12, donc vous êtes obligé, en tout cas vous voulez trouver un T1, vous voulez jouer curvé en fait avec ce deck, au moins sur les 2-3 premiers tours. Vous avez la Mulan qui va vous permettre de faire un peu comme Bobby, sauf qu'elle a plus d'attaque, là où le Bobby est 1-2, et ça peut être des fois un petit peu embêtant d'avoir une 1-2 sur le board, sauf si vous avez les clochards, mais bon bref, elle est 2-1, c'est un peu plus intéressant qu'une 1-2, c'est pour ça qu'elle est plus jouée que le Simba par exemple à l'époque en tout cas. Vous avez aussi 4 ondas ensorcelés parce que c'est toujours très embêtant de devoir aller trade dans un onda ensorcelé. Vous avez aussi des Fred, carte très intéressante, là 1 pour 1 ancrable qui leur 1. Chaque fois que ce personnage est défié, vous allez gagner 2 éclats de l'ordre, donc en fait l'adversaire il a le choix, soit il ne trade pas votre personnage et vous l'aurez 1 à chaque fois, soit au bout d'un moment il va se dire bon quand même ça m'embête, je vais devoir aller taper dedans et du coup proposer 2 éclats de l'or bonus à mon adversaire, donc c'est évidemment embêtant. L'idéal pour votre adversaire c'est évidemment de chanter une chanson dessus ou un sous l'océan. C'est pour ça que vous embarquez des Ursula en bobineuse pour justement aller embêter les plans un petit peu de votre adversaire. Vous avez aussi Banzai, une très très bonne carte du coup pour 2 non ancrable 3-2 avec Killer 2, donc des stats assez impressionnantes. Elle va souvent prendre beaucoup à l'adversaire qui va vouloir venir se frotter à cette créature là. Gogo Tomago parce qu'on veut essayer de finir les parties, en tout cas d'avoir cette opportunité là de booster un petit peu les fins de partie. 3 Kaloun parce qu'on est une decklist qui joue du gris, et que lorsque l'on est sur la draw ça peut être intéressant d'avoir un personnage qui peut aller détruire des personnages en face et quand même nous faire lorer. 2 petites Nala parce que pourquoi se priver, ça nous permet de lorer 3 et d'avoir une créature assez menaçante. 4 Prof parce qu'on est gris, parce qu'on est aggro et parce qu'on veut piocher. 4 Louis, ça c'est assez intéressant, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle va pouvoir aller obliger les personnages adverses à venir s'empaler dessus. Ce personnage entre en jeu épuisé. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. C'est un peu le John Silver pour les decklists un petit peu plus aggro. En tout cas, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un génie, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un Dumbo. Quoique non, Dumbo non, puisqu'il aura sa capacité qui lui permet de s'incliner. Donc ça vous permet en fait d'aller enlever ou empêcher les créatures adverses un peu pénibles de partir à l'aventure. Ensuite, pour finir les parties, on a des Prince Philippe hors d'atteinte qu'on a vu tout à l'heure. L'autre carte qui va vous permettre de finir les parties, et c'est très intéressant, c'est le Heathcliff, carte qu'on n'a jamais vue, le majordome stoïque, la 3-3 pour 4 ancrables qui leur 2, et qui a elle aussi hors d'atteinte. Donc vous avez 6 cartes hors d'atteinte en plus de Gogo Tomago qui vont vous permettre en fin de partie de clôturer les games. Vous avez aussi le génie dragon satisfait qui va pouvoir aller chercher les Dumbo en face. Vous avez le Jafar si jamais vous avez besoin de donner offensif plus 2 et d'aller prendre un trade, lui en plus il l'or pour 2. Le Lorenz, un carte qu'on ne présente plus, la 4-4 qui leur pour 2 pour 3 ancrables, qui devient 0-4 lorsqu'elle est blessée. Les improviser pour avoir ce petit ce petit point de stat en plus, notamment sur les génies, ou alors pour aller se débarrasser comment ça s'appelle, des génies en face, ou des illusions. Voilà, c'est plutôt ça que ce que je voulais dire. Et
évidemment, on joue un deck gris, donc on embarque les allumer les mèches pour empêcher un petit peu l'adversaire. C'est pour ça qu'on n'a que 3 Ursula, parce qu'on embarque aussi 3 allumer les mèches, donc on va essayer d'aller empêcher les sous l'océan un petit peu trop rapides et un petit peu trop pénibles. 4 plus ardent que le feu des volcans, parce qu'on veut quand même avoir un petit peu de réponse si jamais l'adversaire nous embête, et 2 Chromicon puisque c'est la nouvelle façon d'embêter un petit peu les joueurs qui veulent venir trade votre board, c'est d'avoir des Chromicon d'Emeraude. Vous pouvez évidemment remonter les personnages adverses, mais vous pouvez aussi remonter vos propres personnages. Je pense notamment aux profs que vous allez pouvoir remonter par ce biais là. Pourquoi pas protéger aussi vos Nala, remonter des Nala. En gros, l'adversaire il peut avoir le choix entre soit j'y propose de la pioche, soit j'y repropose une Nala d'étape qui valorait 3. Donc voilà, une decklist pareil, 21 cartes non ancrables. Donc là on remarque que les decklists aggro ont tendance à augmenter le nombre de non ancrables, puisque forcément ils ont beaucoup moins besoin d'ancrer que les autres, donc ils peuvent se le permettre. Mais voilà, c'est un petit peu la petite decklist bonus si jamais vous avez envie de surprendre un petit peu la boutique dans laquelle vous allez jouer. N'hésitez pas à tester un petit peu ce deck en amont, et pourquoi pas prendre du plaisir à jouer cette decklist là aggro. Et je pense qu'on a fait le tour de la méta du 7-9, qui finalement est un peu plus varié que ce qu'on pensait, même si on a quand même une nette domination du violet. Ce qu'on remarque malheureusement, c'est qu'il manque une couleur dans les 8 decks que je vous ai présentés. Il y a une couleur qui est absente, c'est évidemment le rouge, le grand perdant de cette rotation, lui qui était pourtant tout le temps dans les decks top méta. Et ben là, il n'y arrive plus. Il n'y a absolument plus rien. Bon, il y a bien la version rouge-grise que je vous ai présentée en début de semaine qui peut être intéressante, mais qui va quand même vous demander pas mal de maîtrise. C'était quand même Moyenne qui l'a joué, donc un très bon joueur. N'est pas donné à tout le monde de la jouer comme lui, mais voilà, si jamais vous voulez représenter le rouge, je pense que la seule decklist viable, c'est le rouge-gris. Sinon, malheureusement, la couleur rouge a complètement disparu. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la méta, voire à choisir votre deck pour vous préparer au mieux pour les 7 championships, voire pour Bologne, même si je pense que pour Bologne elle sort un petit peu tard. Les gros joueurs ont évidemment pas besoin de ce genre de vidéo, mais surtout les autres joueurs auront déjà choisi leur decklist. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on peut liker, commenter et partager, ça me soutient et c'est très sympa à vous de le faire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!